Il est désormais possible de demander en ligne un permis de construire à travers l'application Matak. La production de riz noir atteint près de 10 tonnes de riz noir par an dans la région. À Nalanzourouf, le prix du kilogramme étant estimé à 100 000 rials. Les hôpitaux en Tunisie luttent contre le manque d'oxygène. Le pays détient le triste record de la mortalité la plus élevée du continent africain en ce qui concerne le Covid. Araotsy tapaka ao amin'ny Novegas ireo tantara mitohy malagasy ankafizinao. Lefona, bitsika, anay, vola, Novegas tantara mitohy gasy zato isanjato. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une de l'actualité concernant la tentative d'assassinat du président de la République et quelques autres hauts responsables d'État, une mise en liberté provisoire a été demandée pour Paul Rafanoajan et de sa femme qui seront de nouveau entendus à Noussi demain. Les détails dans ce reportage de Gaëtan Andjenslav. L'affaire sur la tentative d'assassinat du président de la République avance jusqu'à hier. Les 21 personnes soupçonnées d'être impliquées sont passées devant le procureur pour y être entendues. Selon les informations que nous avons reçues aujourd'hui, le général Ferdinand Reza Kajman, candidat au présidentiel de 2006, et un autre général sont en liberté provisoire. De hautes personnalités sont surveillées de près. 2 personnes sont en détention provisoire. Aïmir tient tous qu'il s'agit de l'ancien Premier ministre du temps de Didier Ratsirek et d'un commandant du G6. Pour rappel, après avoir été déférés au parquet d'Anous, 3 personnes ont été envoyées à Tiafa. Paul Rafanoajan, Philippe François et Yann Amari Razafnjakout, employés de la Banque centrale. Un ancien Premier ministre en fonction durant le régime de Didier Ratsirek, le général Victor Jamach, un commandant du groupe de sécurité d'intervention spéciale, ou G6. L'une des 2 femmes entendues par le procureur hier a été envoyée à Manzakandjin, tandis que l'autre a d'abord été envoyée à l'hôpital pour raison médicale avant de rejoindre elle aussi la prison pour femmes de Manzakandjin. Selon nos sources, Paul Rafanoajan et sa femme seront de nouveau déférés demain pour un entretien avec le procureur. Leur avocat a demandé une mise en liberté provisoire. Espérons que ça continue et qu'il n'y ait pas d'intimidation, sinon ça gâcherait beaucoup de choses. Sachez que l'enquête profonde continuera demain et c'est à cette occasion qu'il sera possible pour nous de demander une mise en liberté provisoire. Si Dieu le veut, nous l'obtiendrons. Si ce n'est pas ce qui se passe, nous aviserons parce que la justice pourrait bien estimer qu'une enquête plus approfondie est nécessaire avant une mise en liberté provisoire. Nous attendons donc les suites de cette affaire. Et comme annoncé dans les titres, il est désormais possible de demander en ligne un permis de construire à travers l'application Matak. C'est une initiative du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics à travers l'OATF et fait partie du projet Produire, disponible pour 17 communes d'Antananarivo. Il permettra d'accéder aux procédures et de renforcer leur transparence. Reportage de Mian Tarangenov.
Le délai pour se voir délivrer un permis de construire sera diminué de moitié grâce à l'application Mata qui peut recevoir les demandes à partir d'aujourd'hui. L'utilisateur choisit la commune concernée et le dossier est envoyé au service technique de cette commune. Ça fonctionne comme les mails. L'utilisateur recevra ensuite un accusé de réception le notifiant que son dossier a bien été reçu. Il aura accès à un tableau de bord personnel où il pourra suivre l'évolution de son dossier, où est-il traité et qui le traite par exemple. À condition de disposer de tous les documents nécessaires, les utilisateurs de l'application Matac obtiendront leur permis de construire dans les 15 jours. À partir de maintenant, les dossiers ne passeront plus de main en main et qui prend beaucoup de temps. Il est facile de le vérifier sur un tableau de bord et de voir quand et par qui le dossier a été traité. Ce fonctionnaire pourra par exemple y laisser une observation qui explique le délai de traitement. La pratique actuelle prend en compte les ordinateurs, tout y est détaillé, mais il faudra encore s'y familiariser. Mais à terme, quand nous y serons habitués, tout se passera bien. Nous sommes tous bénéficiaires. Ce système facilite le suivi de la procédure et optimise la communication entre la mairie et le soumissionnaire en cas de problème. Si un document est invalide, l'utilisateur recevra une notification par mail lui indiquant les changements à faire, puis il devra le renvoyer. S'il doit payer le droit de voirie, par exemple, il recevra la notification ad hoc. C'est dans ce genre de situation qu'il est nécessaire de se déplacer. Le permis de construire délivré sera numérique et il lui suffira d'imprimer. Il y aura un visa QR code avec des informations comme les techniciens qui l'ont traité et le maire qui a signé. Il n'est pas possible de le falsifier. En cas de problème, il sera également facile de remonter aux personnes responsables. Cette initiative a pour objectif de faciliter et d'accélérer les procédures d'obtention de permis de construire et est déjà effective dans 17 communes d'Antananarivo. Ceci marque également la volonté de l'État de moderniser l'administration par le biais du ministère de l'Aménagement et des Travaux publics à travers l'OATF et le projet Produire. Et actualité économique, sur un plan d'ensemble, le prix des produits de première nécessité est en hausse. Une telle situation serait due à la crise sanitaire, la hausse s'opérant auprès des fournisseurs et grossistes eux-mêmes. Reportage sur Ranjiamanan. Le prix de la plupart des produits de première nécessité a augmenté de manière sensible depuis plusieurs mois, sans concerner le sucre, l'huile ou le café. Le riz fait partie des quelques produits épargnés par la flambée des prix, puisque le sac est passé de 150 000 AGH à 110 000 AGH. D'après quelques commerçants, la crise sanitaire conjuguée à la hausse des prix auprès des fournisseurs et des grossistes explique les prix qu'ils pratiquent actuellement. Le prix de tous les PPN a augmenté depuis le coronavirus. Le sucre est devenu assez cher, le prix du riz a baissé. Il n'y a pas que nous, les fournisseurs eux-mêmes ont augmenté leur prix. Des négociations avec les opérateurs économiques ont été initiées afin de résoudre la hausse du prix des PPN. Quand nous considérons tous les facteurs à l'origine de la hausse des prix du PPN, il ne s'agit pas seulement de commerce. Les gens n'ont pas travaillé à cause des restrictions durant le Covid-19. Ils ont peu d'argent. C'est également le cas dans d'autres pays. Ça fait augmenter les prix. Nous vivons une période où il est primordial de trouver des consensus et de rester ouvert à la discussion et à la négociation afin de trouver des solutions. Les autorités se veulent rassurantes et affirment continuer le suivi des prix au niveau des marchés et sanctionner les abus générés par la situation.
Et la production de riz noir atteint près de 10 tonnes par an dans la région en Alanzourouf, le prix du kilogramme étant estimé à 100 000 AGH. Et en plus d'être une manne économique pour les agriculteurs, le riz noir est très estimé pour ses vertus. Reportage d'Henri Florian. Outre le Vaknakaraj où la culture du riz noir commence à s'établir, la région Nalanzourouf en est déjà une grande productrice avec des récoltes atteignant les 10 tonnes par an. En effet, le climat de la région est optimal pour la culture de cette céréale originaire de Chine. Les semences y sont de plus en plus disponibles et en plus de servir d'alimentation, il est aussi consommé pour ses vertus. Voici du riz noir. C'est une nouvelle semence. Avec la FOFIFA, nous préconisons une nouvelle approche, celle de ses vertus thérapeutiques. Il est idéal pour les diabétiques ou les asthmatiques. Il contient beaucoup de nutriments, ceux dont le corps a besoin. Il permettra à la population d'avoir un corps sain au quotidien. Les riziculteurs estiment le kilogramme du riz noir à 100 000 AGH, tout en envisageant de booster la production de ce riz. La région Nalanzourouf ambitionne par ailleurs de réaliser le 9e Velran du président de la République. Tout ça participe à la réalisation du 9e Velran, qui est l'autonomie alimentaire. Nous allons produire assez de riz pour qu'on ne doive plus compter sur du riz importé. Ça vient s'ajouter à d'autres projets de développement que nous envisageons dans les 6 districts d'Alanzourouf. Contrairement aux espèces de riz habituellement choisies par les agriculteurs et qui sont moissonnées 5 mois après les semeilles, le riz noir est mûr à partir de 3 mois. Et avant de passer aux actualités internationales, près de 1 140 000 personnes souffrent d'insécurité alimentaire dans le sud de l'île, un chiffre qui pourrait augmenter en 2022. Plusieurs acteurs du milieu humanitaire et de la société civile se sont ainsi concertés avec l'USAID hier afin de trouver des solutions pérennes pour le sud. Les détails. Selon les chiffres du Programme alimentaire mondial ou PAM, près de 1 140 000 personnes sont victimes d'une crise alimentaire dans le sud. Sans disposition efficace de la part des autorités, ce chiffre augmentera. Parmi cette population, près de 14 000 personnes sont au bord de la famine et leur nombre pourrait également augmenter puisqu'on estime qu'il sera encore plus difficile pour ces populations de se procurer de la nourriture en 2022. Face à cette situation, le gouvernement américain, à travers son agence de développement USAID, a réuni tous les acteurs concernés par la question, avec l'objectif de renforcer l'aide apportée à la population du Sud et de trouver des solutions durables à travers des projets. Le gouvernement américain avait d'ailleurs déjà financé de nombreux projets apportant une aide alimentaire à 683 000 personnes, l'amélioration de l'adduction d'eau pour 50 000 personnes et assistant près de 159 000 enfants et femmes enceintes. De plus, une aide de financement d'une valeur de 7 500 000 $ de sa part avait été annoncée le 26 juillet dernier pour être destinée à l'alimentation, à la santé et à l'agriculture dans le Sud. Cette aide faisait suite à l'annonce d'une aide de 40 millions de dollars le 10 juin et de 100 millions de dollars en décembre 2020. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Les hôpitaux en Tunisie luttent contre le manque d'oxygène. Le pays détient le triste record de la mortalité la plus élevée du continent africain en ce qui concerne le Covid-19. Reportage de Franck 24. Des vaccins venus de Chine, d'Italie, de France ou encore par le système COVAX mis en place par l'ONU. En 10 jours, la Tunisie a reçu 7 millions de doses pour une population de 12 millions. De quoi bien accélérer la campagne de vaccination. Au début, c'était vraiment un chiffre très bas, autour de 400, 500 citoyens vaccinés par jour. Mais hier, l'effectif, c'était 1200 vaccinés par jour, sur un total de 1600 ou 1700 convoqués.
Lorsque la dernière vague du Covid frappe la Tunisie, environ 10% de la population est vaccinée. Le pays est donc vulnérable. Ces 7 derniers jours, son taux de mortalité est l'un des plus élevés du monde. Alors que beaucoup critiquent le gouvernement pour sa gestion de la pandémie et que le président limoge le gouvernement et gèle le Parlement, les hôpitaux sont saturés et le pays manque d'oxygène médical. Son prix grimpe. J'ai fini par comprendre que les personnes qui nous louaient ces appareils n'avaient pas de proches malades qui avaient besoin d'oxygène. C'étaient plutôt des hommes d'affaires cherchant à faire des profits. Beaucoup de ceux qui ont succombé sont décédés car ils n'avaient pas assez d'oxygène. Les Tunisiens espèrent que s'ils doivent subir une nouvelle vague à l'avenir, ils seront mieux préparés et protégés. Et les talibans ont annoncé qu'ils allaient lancer de nouvelles attaques contre des responsables du gouvernement afghan. Demain d'un attentat visant le ministre afghan de la Défense à Kaboul, tout en continuant de combattre pour le contrôle de plusieurs grandes villes assiégées. Reportage de France 24. C'est dans cette maison criblée de balles qu'au moins 4 attaquants lourdement armés ont lancé leur attaque. À droite, la maison du ministre de la Défense. À gauche, celle d'un parlementaire. Un kamikaze s'est fait exploser ici, à bord d'une voiture bourrée d'explosifs. Les rues de ce quartier huppé de Kaboul sont jonchées de débris de verre. Cette résidente est encore sous le choc. Elle nous montre cette vidéo prise avec ses enfants durant l'attaque. Ce morceau a été projeté ici de l'extérieur. Je suis étonnée que ça ne m'ait pas touché parce que j'étais près de la fenêtre. Toutes les fleurs ont été détruites. On entendait beaucoup d'explosions et de tirs. J'étais très inquiète pour les 2 enfants. Je les ai portés sur mon dos. On est allé se cacher dans le sous-sol, mais il y avait trop de poussière à cause des débris. Dans la rue voisine, cet homme nous emmène dans son arrière-cour sinistré. Il souhaite garder l'anonymat. Dans ce quartier, la sécurité est très élevée. Personne n'est autorisé à porter ne serait-ce qu'un couteau. Je ne comprends pas comment ils ont pu amener une voiture pleine d'explosifs ici, à côté de la maison du ministre de la Défense, et la faire exploser. Le gouvernement n'est pas en mesure de s'occuper de sa propre sécurité. Comment peut-il s'occuper de la sécurité du pays ? L'attaque a duré plus de 3 heures. Les talibans qui ont lancé une offensive majeure contre les forces de sécurité afghanes en mai dernier ont conquis de larges territoires. Les talibans montrent leur force de frappe au sein de la capitale afghane. Mais ces habitants ont tenu hier soir à leur lancer un message à leurs fenêtres, sur le toit de leur maison ou dans les rues, criant leur colère, comme cet homme dans la foule. La population n'a rien d'autre que sa voix pour condamner les violences. Le peuple déteste cette guerre, le peuple en a assez. Dieu est grand, crie-t-on à Kaboul. Des cris patriotiques en soutien aux forces de sécurité afghanes qui peinent à repousser les talibans dans les provinces. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.